Il y a une semaine tout pile, j'ai couru un marathon. Oh les gars, 42 km. trop mal aux jambes. Oh putain. Et c'est grave cliché, mais c'est une des cases que j'avais trop envie de cocher à mes 25 ans. On est loin de l'époque où je commençais à raconter mes projets informatiques de l'école 42 sur YouTube. À l'époque, les seules cases à cocher, c'était finir mes projets à temps pour pas me faire virer. Les deadlines, les projets exigeants, découvrir toujours des nouvelles notions, péter un cap quand ça marche pas, et à la fin être trop fier de soi en voyant ce qu'on a créé. Mais cette année, il y a une autre case pas mal qui va être cochée. Celle de faire un partenariat avec une des boîtes sur lesquelles je construis mon parcours depuis maintenant plusieurs années, YouTube eux-mêmes. Cette vidéo est sponsorisée par YouTube, et à cette occasion, j'avais envie d'un gros projet. Recoder le jeu de la nostalgie, celui qui est rassurant, fascinant, Minecraft. Allo la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tenter en 2 semaines à partir de zéro de recoder Minecraft. Minecraft, c'est ça. Un jeu où t'as ton personnage et où tu peux explorer, miner des ressources, construire des trucs, affronter des créatures, dans un monde fait de blocs. Avec de l'herbe, de la terre, des lacs, du sable, des arbres. Mais il peut pas y avoir tout ça si, à la base, il n'y a pas juste un terrain de blocs. Donc on va commencer par ça, créer simplement le terrain. À première vue, facile, on crée juste un carré, on dit qu'à la première case, on veut une hauteur, disons, de 4, ici de 5 blocs, ici 6... Et voilà, on a notre terrain. Attendez, à chaque partie, c'est la même chose? Non, nous on veut que nos joueurs y frémissent. On veut qu'à chaque fois, ils découvrent un nouveau monde. Différents lacs, différentes structures, pas au même endroit, différents reliefs de terrain. Sauf que créer à la main tous les terrains possibles, ça serait long. Très long. Le mieux, ce serait qu'un algorithme génère tout seul, à chaque partie, un nouveau terrain. Et ça existe bel et bien, et ça s'appelle la magie de la génération procédurale. En gros, ça consiste à créer des choses, que ce soit les obstacles de Crossy Road, les planètes toujours différentes de No Man's Sky, les niveaux de Candy Crush, mais aussi des textures, des ennemis, des villes, et ça de manière algorithmique. L'idée, c'est que tu utilises des algorithmes pour créer des mondes virtuels qui sont vastes, qui sont uniques, qui sont quasi infinis, sans avoir besoin de tout créer à la main. Et l'algorithme qu'on va utiliser, c'est lui, le bruit de Perlin. Il peut générer des nuages, du feu, des textures, et surtout ce qui nous intéresse, des terrains. Mais ce que je comprenais pas, c'est comment un putain d'algorithme pourrait générer des terrains. Sur le papier, ça avait l'air incroyable, et puis j'ai regardé les explications techniques. J'ai regretté. Et comme je suis une vulgarisatrice hors pair, je vais vous expliquer cette sorcellerie, parce que franchement, ça en vaut la peine. Ok, imaginons juste un algorithme qui crée une grille où à chaque case, il donne une valeur aléatoire entre 0 et 16. On va dire que plus la case est proche de 16, plus elle est blanche, et plus elle est proche de 0, plus elle est noire. Maintenant, on pourrait se dire que cette grille, en fait, elle définit la hauteur de notre terrain. Et justement, plus c'est blanc, plus il y a de l'altitude, et plus c'est noir, plus c'est profond. On pourrait finir avec ce terrain. Pour passer de la grille au terrain, on a juste parcouru l'espace du terrain en commençant par exemple par cette case. On check la valeur en 0, 0 de notre grille, ici c'est 2. C'est supérieur à la hauteur où on est 0, donc la case est pleine. On fait la même chose pour tous les blocs du niveau, puis on passe au niveau supérieur et ainsi de suite. Bref, donc on finit avec ce terrain. C'est stylé, non? Là on l'a généré de manière algorithmique. À chaque fois qu'on va relancer, on aura des valeurs aléatoires, donc il y aura un terrain différent. Le souci c'est que il y a trop de variations. Nous on veut un terrain cohérent, représentatif de ce qu'on trouve dans la réalité. Une réalité faite d'aléatoires, mais avec toujours une cohérence globale. Et justement, avec le bruit de Perlin, au lieu d'avoir ça, on a ça, ou encore ça, de l'aléatoire cohérent. En fait, pour créer de l'aléatoire cohérent, c'est juste des étapes bien précises avec des calculs mathématiques. En gros, on reprend la même grille là, donc le but c'est toujours de colorier chaque case entre le noir et le blanc, mais cette fois de manière cohérente. Pour ça, on ajoute juste une grille par-dessus et on marque les coins de chaque carré de cette deuxième grille. Et à chaque coin, on va attribuer de manière aléatoire un vecteur parmi une liste de vecteurs qu'on a définie. Genre ça, c'est les vecteurs possibles, donc on marque tous les coins. Maintenant, si par exemple on veut savoir de quelle couleur colorier cette case là, donc ce pixel, on va juste ajouter un deuxième vecteur entre les coins et notre case genre. On fait un calcul ensuite pour chaque coin avec les deux vecteurs. Et là en gros ce calcul c'est juste en gros si les deux vecteurs ils pointent dans la même direction, le chiffre il aura une valeur positive maximale. Si les deux vecteurs ils pointent dans des directions opposées, le résultat ce sera la valeur minimale. Et s'ils sont perpendiculaires comme par exemple ici là, ce sera 0. Donc là on se retrouve avec une valeur pour chaque coin. Et enfin on utilise une technique mathématique qui permet d'estimer des valeurs inconnues avec des points connus. Donc en gros on va chercher la valeur de notre pixel qu'on cherche là avec deux points. Le point A ici et le point B ici. Qu'on va calculer grâce à la valeur de ça, ça, ça et ça qu'on a calculé ici.
Et le fait de se baser sur des points qu'on connaît pour calculer d'autres points, c'est ce qui permet justement de créer de la cohérence. Et avec A et B, on va calculer la valeur de notre pixel qu'on cherche. Et on fait ça pour tous les pixels. Et voilà, on avait notre algorithme qui permet à chaque fois de générer un nouveau terrain cohérent. C'est pas incroyable? Et ce qui est fou, c'est que tu peux vraiment créer des formes hyper différentes selon ce que tu veux générer. En modifiant la forme des rectangles, tu peux aplatir les formes. Et il y a plein d'autres techniques et algorithmes, mais à la fin, tu peux te retrouver avec des nuages générés de manière algorithmique, des formations rocheuses, des textures et plein d'autres trucs. Bon, en tout cas, ça y est, on avait notre petit terrain. Maintenant, il était temps de créer le personnage et ses déplacements. Et puisque justement je suis en train de regarder un tuto sur YouTube et qui sponsorise cette vidéo, je vais en attendant vous raconter moi mon histoire avec YouTube. Tout a commencé il y a 4 ans et je me souviens qu'à l'époque je trouvais ça incroyable qu'il y ait un endroit où tu peux partager des trucs et que des milliards de gens puissent y accéder. Alors j'avais envie de trouver des gens qui me ressemblent et créer des trucs qui parlent à d'autres. Donc j'ai partagé mes passions, ce que je découvrais sur le monde de l'informatique, ce que je trouvais incroyable ou inquiétant. Je racontais mes expériences, le positif, le négatif, avec des visuels et de la musique que j'aime. Et un jour, il y a des gens que je connaissais pas qui ont commencé à voir mon contenu. Il y a trop un côté rassurant dans le sens où t'as toujours l'impression qu'il y a des gens pour être avec toi. Puis le temps passe et je rêve de faire ça tout le temps. Sauf que pour vivre, faut bien avoir de l'argent. Et peu à peu, je me rends compte que, en fait, je suis dans un vrai secteur. Avec des boîtes de production, des agences de communication, des marques, des cadreurs, des monteurs. Et que je peux gagner de l'argent en faisant ce que j'aime grâce au programme partenaire YouTube. Même si, franchement, faut le dire, parfois c'est beaucoup de galères, parfois c'est beaucoup de travail aussi. Mais malgré tout, YouTube, c'est toujours resté ma plateforme number one parce que c'est celle que j'affectionne le plus, vu que tout a commencé ici. Et aussi parce que j'aime trop le format long et j'aime trop le fait d'avoir le temps en fait. Donc ça me permet d'aller plus loin dans mes explications, je peux grave nuancer quand je dis quelque chose. Et puis même, tu peux laisser des silences. Et ça, c'est un truc que tu retrouves plus beaucoup, je trouve, aujourd'hui sur les vidéos sur internet. Bref, en tout cas, se lever le matin pour faire ce qu'on aime, c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout hyper épanouissant parce que créer prend toute sa valeur sur YouTube. Donc merci les gars pour votre soutien, je vous en suis franchement grave reconnaissante. Et si vous avez des trucs à dire, lancez-vous parce que vivre de sa chaîne YouTube, c'est complètement possible. Concrètement, notre personnage, c'est ça. Un bloc avec une caméra qui est là pour capturer l'image, l'œil du joueur quoi. Maintenant, il faudrait que notre personnage il puisse se déplacer sur le terrain. Ah oui, non, donc d'abord les collisions. Pour les collisions, à toutes les frames, on va regarder la position de notre personnage et vérifier s'il y a un bloc à cette position. S'il n'y a pas de bloc, ça veut dire que notre perso est en train de tomber, donc on baisse sa position vers le bas, c'est ce qu'on appelle la vélocité, jusqu'à ce qu'il y ait un bloc. Et quand il y a un bloc, on remet la vélocité à 0. Et enfin, pour éviter qu'il rentre dans les murs, ce qu'on va faire, c'est juste repousser le perso dès qu'il y a un contact, comme ça, il peut pas rentrer dans le mur. Ok, maintenant si on relance, est-ce qu'il y a les collisions? C'est bon. Parfait. Maintenant, faut qu'on fasse les déplacements. Pour ça, on va récupérer les inputs du clavier et de la souris. Pour le clavier, on détecte si des touches qu'on a définies sont pressées. Et s'il y a une touche qui est pressée, on déplace le perso dans l'espace dans la direction qui correspond à la touche. Pour la souris, quand je vais à droite, le bloc entier tourne à droite. Et quand je tourne à gauche, le bloc entier tourne à gauche. Ça simule le fait de regarder à gauche ou à droite. Et enfin, quand je vais en haut, en bas avec la souris, la caméra regarde en haut, en bas. Ok les gars, donc là, c'est bon. J'arrive à avancer. Avec la souris, j'arrive à déplacer la vision. Par contre, je n'arrive pas à sauter. Pour l'instant, je saute pas. Ça, c'est la touche espace. Pareil, on vérifie si elle est pressée. Et si oui, on applique un déplacement de notre perso vers le haut. La fameuse vélocité, là, on va dire à 50. Non, plutôt, on va dire plutôt 5. Voilà. Bon, c'est pas mal. On peut se déplacer. Maintenant, on peut sauter. Ah putain. Je suis contente. Maintenant, passons à du plus intéressant, comme le fait de pouvoir miner et construire des choses. Dans Minecraft, il y a un inventaire avec ce qu'on a récupéré, mais nous, pour l'instant, on veut juste pouvoir retirer des cubes et en ajouter. J'ai d'abord pensé que c'était assez simple, il suffisait juste que si mon joueur clique sur le clic gauche, donc il veut retirer un cube, que j'ai juste à enlever le cube qui est derrière mon curseur dans mon tableau, et que quand on va réafficher le tableau dans la prochaine frame, il sera plus là. Idem, c'est le clic droit, mais cette fois en ajoutant un cube au lieu d'enlever. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire et ça marchait pas très bien. Regardez. Voilà, j'ai cliqué 4 fois avant que ça s'enlève. À chaque fois que j'enlevais un cube, il y avait un putain de délai. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Et j'ai fini par comprendre. En fait, à chaque fois qu'on enlève un cube, on régénère la totalité du terrain. C'est-à-dire beaucoup de cubes. Et juste un cube, c'est 8 coins, 6 faces et 12 triangles.
ce qui fait pratiquement 3 millions de triangles affichés à la fois. Et bah, plus il y a de la géométrie à gérer, plus c'est long. Et si, au lieu d'afficher cube par cube sans prendre en compte ce qu'il y a autour, on repérait les faces partagées par 2 cubes. Si une face est partagée par 2 cubes, ça veut dire qu'elle peut pas être visible par le joueur, elle est forcément cachée. Donc en fait, on pourrait très bien ne pas l'afficher. Donc on n'a qu'à enlever toutes les faces qui sont pas visibles et ne garder que le visible. Et c'est comme ça que, sans sacrifier aucune qualité visuelle, on peut améliorer les performances en ne rendant que le visible. Ça s'appelle le culling et GTA V, The Witcher 3, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Warzone, ils utilisent tous ce type de technique en limitant le niveau de détail des objets éloignés pendant une scène de conduite dans GTA ou par exemple en n'affichant pas dans le rendu des maisons qui seraient cachées derrière quelque chose dans Assassin's Creed. Ce qu'on va faire, c'est que en gros pour chaque bloc qu'on a, on va déterminer quels sont les blocs qui sont collés genre. Donc là il y a un bloc, là il y a un bloc, derrière on va dire qu'il y a un bloc, là il n'y a pas de bloc. Donc on sait que si un bloc est absent dans une direction, ça veut dire qu'il faut rendre la face dans cette direction-là. Là, on n'a plus rien en dessous. En fait, on a vidé tout ce qui est derrière les faces visibles et ça a divisé par 20 le nombre de faces. Et ça y est, après ça, quand on enlevait un cube, il n'y avait plus de délai. On était pas mal. Il y avait le terrain qui se génère tout seul, le personnage qui pouvait se déplacer dans la map, on pouvait construire, on pouvait sauter. Mais tout ça, on pouvait le faire sur seulement un tout petit terrain. Il était temps de rendre notre monde quasi infini. Et c'est justement bien là toute la beauté de Minecraft, un monde quasiment sans fin, des paysages qui défilent avec des nouvelles végétations, des nouvelles couleurs. Mais comment créer cette sorte d'infini ? Ma première idée, c'était de créer le même terrain, mais beaucoup plus grand. Tellement grand que les joueurs en verraient même pas le bout. Mais étant donné que déjà avec un petit terrain et tous ces blocs, on a du mal à creuser, une gigantesque map, je crois que c'est matériellement impossible. Alors j'ai regardé comment ils font dans le vrai Minecraft. On voit bien là, ils créent des bouts de terrain au fur et à mesure. Quand tu te déplaces, ça se crée. Concrètement, le monde que tu explores, il n'est pas déjà créé. Les algorithmes, ils te le génèrent au fur et à mesure que tu avances. Et ces petits bouts de terrain là, c'est ce qu'on appelle des chunks. Au lieu de générer un seul petit bout comme on a fait, en fait, t'en génères plein au fur et à mesure que le joueur avance. Pour coder ça, on va commencer par définir qu'autour du perso, on veut 4 chunks à la fois. On commence par créer une première petite liste de chunks au lancement, et ensuite à chaque fois on parcourt cette liste, on va checker si les 4 chunks qu'on doit avoir sont dedans. Ceux qui sont déjà dans la liste, on les marque comme used, on note ce qu'on veut créer, on crée la liste du plus près du joueur au plus loin, on crée les 4 premiers s'ils sont pas déjà créés, et enfin on en supprime pour toujours avoir de la mémoire pour en créer des nouveaux. Et voilà le résultat. Là c'est notre map, donc avant on avait juste un chunk, et maintenant on a plein de chunks. Regardez le résultat là. Là, dès qu'on avance, vous voyez là, hop, il y a des nouveaux chunks qui apparaissent. Hop, 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 hop là. Donc en fait, quand tu te balades, ça y est, là, c'est infini. Mais en fait, ça se voit surtout quand c'est plat. Quand il y a une montagne, c'est moins gênant parce qu'en fait, c'est en train de se créer derrière, mais tu le vois pas. Là, il n'y a pas encore les textures, donc on voit pas très bien, mais on peut mettre un peu de brouillard comme ça, là, de manière à ce qu'on voit moins quand il y a des chunks qui apparaissent, quoi, au fond. En gros, c'est ça, il cache le fait que ça apparaît avec un petit brouillard. Ça y est, on avait notre monde infini, notre personnage qui peut se déplacer, qui peut construire. Il restait plus qu'à rendre son monde beau. En commençant par mettre des textures, puis en créant des zones de lac dans les parties du terrain qui ont les altitudes les plus basses, en rendant les blocs de cette zone transparents contrairement à tout le reste qu'on met en opaque, en ajoutant un nouveau type de bloc pour plus de diversité dans le paysage, le sable sur les contours des lacs, et enfin en ajoutant des blocs de pierre pour la construction. Là c'était vraiment pas mal, mais ça manquait un peu de végétation. Alors j'ai ajouté des arbres de 2 types, des chênes et des sapins. Concrètement, on tire un chiffre aléatoire, c'est 50% de chance de générer un chêne, 50% de chance de générer un sapin. Et pour ajouter un peu de couleur, j'ai créé 3 types de feuilles avec des couleurs différentes qui elles aussi sont tirées aléatoirement. Et on pourrait continuer encore et encore à rendre notre monde toujours plus beau. On pourrait créer d'autres types d'arbres, d'autres blocs, d'autres biomes. Mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. Donc voilà notre petit Minecraft à nous.
La boucle est bouclée.